Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Plus rien ne va entre le Bénin et son voisin, le Niger. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le coup d'État de juillet 2023 contre l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, le pouvoir béninois et les nouvelles autorités nigériennes entretiennent des relations extrêmement tendues. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les dessous de cette crise, les dessous véritables de la crise et comment en sortir? Deux invités avec moi pour en parler. Valentin Djenoutin Agossou, vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien juge de la Haute Cour de justice du Bénin. Pour vous, monsieur le ministre, la crise que vivent aujourd'hui le Bénin et son voisin, le Niger, est une crise inutile que le président Patrice Talon aurait pu éviter. Mais comment? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, M. Togo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sédic Abba, universitaire êtes-vous, journaliste expérimenté, fin, analyste politique, grand connaisseur de la géopolitique africaine, spécialiste du Sahel, chercheur associé et président du Centre international de réflexion sur le Sahel, CIRES. Vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Crise interne au Conseil suprême du Niger ou encore Rébellion Touareg au Niger, qui a tué le rebelle Nano Dayak, ou encore Voyage au cœur de Boko Haram. Tous ces livres publiés aux éditions L'Harmattan. Merci à vous d'avoir accepté notre C'est un plaisir d'être dans cette émission. 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani dépose à la surprise générale le président Mohamed Bazoum. Inacceptable, s'insurge la CEDEAO qui brandit toutes sortes de menaces, y compris l'intervention militaire. Mais le général Abdourahmane Tiani n'est pas du tout impressionné. Bien au contraire, il dit attendre de pied ferme quiconque oserait s'en prendre à son pays. Dans la foulée, le Mali et le Burkina Faso entrent dans la danse et se montrent solidaires du Niger. Mais les plus va-t-en-guerre, les deux chefs les plus va-t-en-guerre de la sous-région étaient le président ivoirien Alassane Ouattara et le président béninois Patrice Talon. Les deux mobilisent leurs armées. Mais l'intervention militaire n'aura pas lieu finalement. Mais les sanctions de la CEDEAO tombent. Le président Patrice Talon les applique à la lettre et ferme ses frontières. Le Niger est privé de tout. Privé d'accès au port autonome de Cotonou, privé de médicaments, privé de nourriture qui transitèrent par le Bénin. Mais le pouvoir nigérien encaisse le coup. Février 2024, la CEDEAO lève enfin les sanctions, du moins en partie, contre le Niger, et le Bénin ouvre à nouveau ses frontières et demande à son voisin le Niger d'en faire autant. Pas question, rétorque le nouveau pouvoir du Niger qui évoque des impératifs sécuritaires. Le président Talon refuse alors de laisser s'acheminer le pétrole nigérien via le pipeline qui traverse son pays. Et depuis, c'est l'impasse, c'est la crise. Écoutons ce qu'en dit lui-même le président béninois Patrice Talon, extrait. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Dambi de la lui remettre en main propre.
En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. Monsieur le ministre, Oui. comment vivez-vous de loin, puisque vous vivez à Paris, cette crise que vivent votre pays, le Bénin, et son voisin, le Niger? Merci, M. Togui. Et je vis cette crise-là avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Simplement parce que ce n'est pas imaginable que le Bénin puisse avoir des difficultés avec le Niger. Le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères intimement liés. Non seulement parce que nous partageons des frontières, mais c'est le même peuple de part et d'autre. Et comme je l'ai écrit, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une crise artificielle, inutile, entretenue par le président Patrice Talon. Pensez-vous? Totalement, c'est ce que je pense et c'est ce qui est vrai. Donc le Bénin, en tant que pays, en tant que peuple, n'a pas de problème avec le Niger. On aurait pu éviter cela. Et au temps fort de cette situation, vous vous rappelez bien, j'avais dit, le président Talon, s'il avait été intelligent, vous m'excusez, c'était à lui de prendre le lead au niveau donc de la CEDEAO pour pacifier la situation et régler cette situation-là. Mais c'est lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, qui était le plus chaud, le plus dynamique, le plus engagé, jusqu'à aller dire que la bonne force va chasser la mauvaise. Bon, ça, c'est la CEDEAO qui a... Non, c'est le président Talon qui l'a dit. Oui, l'intervention militaire a été décidée par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Mais est-ce que tous les autres pays ont agi autant? Ça, c'est une autre question. Sédik Abba, vous êtes du Niger. Oui. Vous connaissez votre pays. Oui. Avant de venir dans cette émission, j'ai discuté avec un de vos compatriotes. Oui. Il m'a dit, Monsieur Togbe, chez nous, au Niger, être têtu est quelque chose de culturel. On ne nous défie pas. Quand tu défies un Nigérien, tu n'auras jamais le dernier mot. Ce qui s'est passé, le président Patrice Talon l'a bien cherché, me dit-il. C'est son point de vue. Mais vous, de là où vous êtes, quel est le regard que vous portez sur cette crise? Oui. Comment est-ce que l'ancien ministre béninois dit c'est une crise inutile qui aurait pu être évitée? Absolument. Absolument, c'est une crise absolument inutile qui aurait pu être évitée et qui condamne le Niger et le Bénin à trouver une solution, même si c'est dans 150 ans. Parce que le Niger n'a pour seul port naturel que celui de Cotonou, qui est à son voisinage immédiat. On entend beaucoup de scénarios aujourd'hui dire qu'on va passer par Lomé, mais il n'y a pas de frontière entre le Niger et le Togo. C'est ça. Le port le plus proche pour le Niger, c'est le port de Cotonou. Et quand on quitte le port de Cotonou, moi-même j'ai fait la route jusqu'à Parakou, jusqu'à Malanville, et tout ça. Vous voyez, ça a toujours été comme ça depuis des siècles. Ce n'est pas le régime de Talon ou celui de Tchani, ça a déjà précédé. Mais il y a eu une succession de maladresses qui nous a amenés à cet imbroglio. Ça, c'est très intéressant, ce que vous venez de dire. Une succession de maladresses qui nous a amenés à cet imbroglio. Le ministre a bien dit, cette incompréhension est partie de ce que vous avez bien rappelé en introduction du coup d'État du 26 juillet. C'est ça.
la posture que le Bénin a prise à cette époque a été mal appréciée, comme vous l'avez rappelé à Niamey, et les gens l'ont gardée au travers de la gorge. De sorte que lorsque le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. Mais est-ce que, pour autant, il était nécessaire d'avoir cette posture de vouloir à coûte que coûte sanctionner le Bénin? Par le passé, on a vu aussi d'autres appréciations. Bonne question. On peut ne pas oublier, comme dit quelqu'un, on tourne la page, mais on ne la déchire pas. Bonne question. Donc, il y a eu, c'est pour ça que moi j'ai dit, il y a eu une succession de maladresses de part et d'autre qui nous a amenés à cet imbroglio qui ne profite à personne et qui va se dénouer tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. De toute façon, absolument. Il faut juste veiller à ce que les deux peuples, frères et amis, n'en soient pas trop abîmés. Mais commençons par le commencement. C'est très intéressant ce que dit Sidi Kaba. Il dit il y a eu une succession de maladresses. Mais commençons par le commencement. Posons un regard objectif sur les événements. Moi, de là où je suis, je me dois de poser les questions de façon objective. Lorsque votre voisin, je parle en tant que chef d'État, lorsqu'un chef d'État, son voisin, est déposé par un coup d'État, on ne peut que condamner. Qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait qui est nouveau ou bien d'inhabituel? Son homologue nigérien Mohamed Bazoum est déposé par un coup d'État. Il condamne ce qui s'est passé et de la façon la plus forte. Qu'aurait-il dû faire? Monsieur Togwe, d'ailleurs, comme vous le savez, je dis exactement ce que je pense. Oui. C'est ça qui est, je ne suis pas politicien. Et vous savez, personne ne peut apprécier un coup d'État. De principe, on peut condamner le coup d'État. Oui. Mais là où le président Talon est allé trop loin, le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Le 27, il a sauté dans l'avion pour aller au Nigeria. Qu'est-ce qu'il lui savait déjà de ce coup d'État? Un coup d'État a eu lieu aujourd'hui. Le lendemain, vous sautez dans l'avion pour aller au Nigeria, rencontrer le président nigérian et dire oui, par tous les moyens, on va réinstaller Bazoum. Il n'a même pas pris le temps de chercher à comprendre les motifs, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Première chose. Deuxième chose, lorsque la décision a été prise de fermer la frontière, il fut l'un des tout premiers à fermer la frontière. Donc la condamnation du coup d'État n'est pas une mauvaise chose en soi. Okay. Parce que tout le monde, parce qu'on est dans un système démocratique, encore que lui, Talon lui-même, a toujours fait des coups d'État. Ah, ça, c'est un autre point sur lequel non. C'est un autre point. Il faut que l'on soit objectif et sérieux, quoi. Toi, tu ne peux pas t'imposer par une élection qui n'est pas une élection pour prendre le pouvoir. Tu t'es improvisé président avec du sang humain versé. Tu as tué tes citoyens pour te faire président. Le coup d'État qui a eu lieu au Niger, il n'y a même pas eu de sang versé. Et c'est toi qui es devenu le plus rigoureux défenseur des principes de la CEDEAO. Alors, donc, pour répondre simplement à votre question, condamner le coup d'État n'était pas une mauvaise chose. Mais c'est la posture de va-t-en-guerre. Ça cachait beaucoup de choses. Est-ce que c'était le Bénin qui le défendait? Est-ce que c'était la CEDEAO qui défendait? Mais non. Et je crois que chemin faisant, je vais vous faire quelques remarques. Donc, même si de faire quelque chose, compte tenu de nos relations avec le Niger, compte tenu de notre proximité avec le Niger, il ne pouvait pas se mettre dans cette posture. Vous savez, je l'ai dit, j'ai été ministre de l'économie maritime. Oui, c'est vrai. Et je sais de quoi on parle. C'est-à-dire le Bénin ne pouvait jamais avoir de plan avec le Niger. Jamais. Mais autant carrément fermer alors notre port. Et comme l'a dit tout à l'heure c'est M. Abba. Hein, oui, c'est dit Kaba. Mais il a dit, si vous prenez même la convention de sondage, le port du Bénin est le port du Niger. C'est comme ça écrit. Mais monsieur le ministre, oui? Une fois que la CEDEAO décide des sanctions, il ne fallait pas que le président Talon les applique? Non, moi je pense, puisqu'on est dans le débat, la difficulté, ce n'est pas la sanction qui a été appliquée, mais comme dit le ministre, on a l'impression que Talon a fait preuve de beaucoup de zèle dans l'application. Peut-être même un zèle inutile. Merci. Lorsque, vous voyez, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui ont fait preuve d'une certaine discrétion. Moi, je pense que, comment dire, Talon n'a pas intégré l'avenir dans l'appréciation. Il a agi immédiatement, sans doute porté par
l'immédiateté et il n'a pas eu une de recul nécessaire, il n'a pas pris le recul nécessaire. Parce que dans les 15 pays de la CEDEAO, quand les sanctions ont été prises, les plus va-t-en-guerre sont le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il y a 11 qui étaient là, mais qui étaient dans une sorte de position médiane. À mon avis, compte tenu de la proximité qu'il y a et de liens historiques et aussi des diasporas, moi, c'est pour ça que je pense que tôt ou tard, on trouvera une solution parce que les intérêts, y compris personnels, familiaux, sont imbriqués tellement les autres. Si vous allez au Niger, la diaspora béninoise, si vous allez à Cotonou, moi-même quand je vais à Cotonou, je pars voir les Nigériens qui sont au port, qui sont intégrés, qui sont devenus nigéro-béninois, c'est clair. Et si vous allez au Niger, vous trouverez des Béninois qui sont devenus eux aussi bénino-nigériens. Donc il s'est tellement imbriqué que ce que beaucoup pensent, c'est que le président Talon aurait pu faire preuve d'une certaine retenue à cette époque, au lieu de dire, bon, moi je vais donner un contingent, le contingent même est en train de se préparer pour l'intervention au Niger. Donc tout ça a pu alimenter cette incompréhension. Et du côté du Niger aussi, vous savez, les États sont les États. Même quand les choses assez graves, nous on a connu, pour moi qui ai travaillé sur ces questions, nous avons connu des relations absolument difficiles avec la Libye pendant la période de Séni Kountché. Mais le président Kountché avait estimé que ton voisin, c'est ton voisin. Ton voisin, tu ne peux pas changer. Le Niger ne va pas déplacer sa frontière avec le Bénin, quelle que soit l'incompréhension qu'il y a. Donc, il y a de part et d'autre. C'est pour ça que je parle de maladresse de part et d'autre. Et si on revient dans l'émission, vous allez voir la succession de maladresses qu'il y a. Par exemple, le fait que le Bénin ait jugé ces gens de Wapco, oui, moi, c'est on va marquer une coup de pause d'abord. On revient en parler. D'ailleurs, malheureusement, le pro-talon, on va dire ça comme ça, qui était censé être dans cette émission, a été coincé en province. Il est en province et il n'a pas pu monter sur Paris. Donc, il n'a pas pu être présent dans cette émission. Ce n'est que partie remise, comme je le dis toujours. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée au décryptage de la crise entre le Bénin et le Niger, une crise où le général Abdourahmane Tiani ne pardonne pas à son homologue béninois de lui avoir fermé ses frontières. On continue cette analyse. Monsieur le ministre Valentin Djenoutin Agassou, est-ce qu'on peut comprendre que le président Talon demande l'ouverture de ses frontières, en tout cas l'ouverture des frontières du Niger, pour qu'il laisse s'acheminer le pétrole du Niger via le pipeline qui traverse son territoire? Il dit ne pas comprendre que le Niger ferme ses frontières, mais en espérant et en demandant que son pétrole coule à travers le pipeline qui traverse le Bénin. Vous savez, quand j'ai suivi l'émission là, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce qu'il dit, oui, voilà, le Niger refuse d'ouvrir ses frontières. Oui. Est-ce qu'il avait interrogé le Niger avant de fermer les frontières avant? Oui, lorsqu'on est chef d'État, on n'a pas de réaction épidémique. Et c'est ça qui nous a conduit dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, cette brutalité ou bien cette effervescence à se jeter sur le dossier, en même temps parce que Bazoum l'a appelé pour dire « Monsieur le Président, ils m'ont déposé ». Bon, et comme lui, il a beaucoup d'intérêt dans ce dossier. Quel intérêt avait-il? C'est-à-dire le pétrole, il est plein dedans. Mais vous n'avez pas vu Bazoum au Bénin, quand il était venu là? Le pétrole du Bénin, le pétrole du Niger est le pétrole du Bénin. Demandez à votre président, demandez au ministre des Finances. Et quand il le disait, il fallait regarder le président béninois. Il souriait.
Parce que vous savez très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas pour les Béninois. Pas pour les Béninois, pour Talon. Parce que vous savez. Vous venez de dire que le port du Bénin, le port du Niger. Je vais faire la part des choses. OK. Vous savez, les 300 milliards sur les 20 ans, ça, c'est le Bénin, ça. Mais les contrats avec Atral, avec plein d'autres sociétés de Talon, avec le Niger, avec le neveu de Bazoum, il y a trop de choses, vous savez. Et Talon dit, en toute chose, en toute situation, je pense d'abord à moi. Je pense à moi tout le temps. Ce n'est pas le Bénin qui fait courir Talon. Hein. Ce sont ses intérêts privés. Vous pensez qu'un chef d'État, vraiment, pouvait se comporter tel qu'il s'est comporté là, dans une situation où vous savez que les marchandises qui arrivent dans le port du Bénin, oui, pratiquement 50-60%, ce sont les marchandises du Niger. Ça, c'est en temps normal avant. Maintenant que ce pays a découvert le pétrole, le gaz, beaucoup d'autres minerais, où nous avons beaucoup à gagner, vous pensez qu'un chef d'État pourrait se comporter ainsi? Et vous m'avez demandé tout à l'heure si on pouvait condamner le président Talon parce qu'il a décidé d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Oui. Mais avant le Niger, il y a eu la situation du Mali. Est-ce que le Sénégal, on avait pris des sanctions contre le Mali? Vous avez vu le Sénégal aussi actif à appliquer des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, tel que le président Talon le fait? Mais non. Il y avait même des denrées qui ont pourri au port de Dakar. Mais pas dans la même proportion. Pas du tout alors. Vous voyez, bref, maintenant, revenons au problème du pétrole. C'est des contrats complètement différents. C'est-à-dire de refuser que l'on fasse passer, ou bien conditionner le passage du pétrole à l'ouverture de la frontière, ça n'a rien à voir. Parce que, jetez un coup d'œil sur la convention qui a été signée entre le Niger, le Bénin et WAPCO, on n'a jamais mis comme conditionnalité que lorsque la frontière... Mais est-ce que c'est par rapport à la frontière terrestre? En quoi l'écoulement, la non-ouverture de la frontière terrestre empêche le pétrole de couler? Il dit que pour que les formalités douanières se fassent de façon formelle et normale, oui, il faut que les frontières soient ouvertes. Et les frontières n'avaient pas été ouvertes. Et pourquoi on a pu charger le premier... ça, c'est une autre question. Ouais, non, ouais, soyons conséquents. C'est-à-dire qu'on est en train de s'amuser à la tête d'un État. Et je pense que... Le vrai problème du président Talon, c'est quoi? C'est l'orgueil et l'égo. Pensez-vous? C'est une question d'ego. Il n'est pas du tout humble. C'est ça qui est en train de le fatiguer comme ça. Hein. Et est-ce qu'il peut même comprendre qu'au-delà même de ce que nous voyons là, qu'il y a même un aspect spirituel dans ce qui se passe? C'est-à-dire quelqu'un qui est mégalomane, c'est-à-dire gonflé à bloc, arrogant. Vous savez, je suis peiné, je suis béninois. C'est-à-dire, je suis vraiment peiné parce qu'en réalité, il est en train de créer des problèmes au Bénin qu'on va gérer pendant 50 ans. Vous pensez que même si la situation était normalisée, le Niger va avoir encore le cœur tranquille, tous les transporteurs pour revenir à 100% dans le port du Bénin? Le Niger n'a jamais pensé qu'il pouvait aller au Togo, même si quelques-uns allaient au Togo. Oui, n'avait jamais pensé qu'il pouvait taper à la porte du Tchad, du Cameroun et autres là. Maintenant que face aux difficultés, ils ont découvert qu'il y avait d'autres alternatives, même si les relations étaient rétablies, je crois que nous n'allons plus jamais récupérer à 100%. Et vous savez, on dit chez nous, dans ma langue, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, c'est celui qui poignarde qui oublie. Mais celui qui a porté la plaie et les cicatrices, il n'oublie jamais. Il est allé trop loin. On peut dénombrer le nombre de morts dans les hôpitaux à cause de cette affaire-là. Le Nigeria. Le Nigeria n'est pas un pays voisin avec le Niger. Bon, on va me dire qu'ils ont coupé l'électricité. Oui. Mais après, lorsque les dignitaires du nord Nigeria sont intervenus, on n'a pas vu que le président nigérian s'est rapidement rangé. Mais moi, je suis dans un pays où le président n'écoute personne. Moi, je dis moi seul. J'ai fait 4 émissions sur cette histoire, où j'ai défini, j'ai décrit tout. Il y avait plein de personnalités, même les chefs d'État béninois. Alors, jusque-là, vous dites qu'il est allé trop loin. Jusque-là, il n'a pas fait autre chose qu'appliquer les sanctions de la CEDEAO. Non. On peut reprocher la manière. On peut reprocher la manière, mais je dis qu'il est allé au-delà même des sanctions de la CEDEAO. Ah bon? Pourquoi c'est lui qui va être même le premier à fermer les frontières? La CEDEAO n'a pas établi une liste. Le Togo. Vous avez dit que le Togo n'est pas limitrophe. Mais pour savoir que c'est pendant ce moment-là que le président togolais était allé au Niger. C'est lui qui avait plus intérêt à collaborer avec le Niger. Lui, il était tranquille ici, à chercher comment réunir les militaires pour qu'on aille attaquer le Niger, à réunir les trucs. Pendant que le Togolais est allé au Niger et a commencé à chercher des solutions. Je vous assure tout. Le président béninois aurait écouté les Béninois, qu'on n'en serait pas là.
il devrait prendre le lead, je vous dis, il devrait prendre le leadership de la résolution de cette crise du Niger avec la CEDEAO. Il a fauté, ça, franchement. Nous-mêmes, mettons Kougan, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas danser, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. C'est-à-dire, mais je dis dans tout ça là, c'est son orgueil. Pensez-vous, très rapidement, Sidi Kaba, vous pensez que c'est le fait d'avoir jugé, encore une fois, les 3 individus qui avaient été appréhendés il y a quelques petites semaines, on va dire, dans l'enceinte où devait être chargé le pétrole béninois et qui ont été jugés par la Criette, que ça a encore envenimé la situation? Ah oui, non, ça a été un facteur aggravant. On n'avait pas besoin de ça. Moi, je suis dans une posture d'analyste et qui m'amène à dire que du côté nigérien aussi, on a commis des maladresses. Je crois que le fait que la passion se soit invitée au détriment de la raison, de la compréhension, du souci de bon voisinage a amené à faire des erreurs de part et d'autre. Pour moi, par exemple, le ministre béninois aurait pu être reçu par le président Tchani. Le président Tchani n'avait pas reçu le ministre béninois lorsqu'il était de passage à Niamey, et alors que Talon indiquait justement dans l'élément qu'on a suivi qu'il y avait dit de porter la lettre. À mon avis, il aurait été possible, justement, dans le cadre de l'apaisement, d'aménager l'agenda de Tchani pour qu'il reçoive directement. Et la présidence du Niger a expliqué que c'est parce qu'il y avait une contrainte d'agenda. Je suis sûr que si Tchani avait demandé au ministre de rester le lendemain, même le surlendemain, pour le recevoir, il l'aurait reçu. Donc, de ce point de vue, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et le Bénin aussi, dans ce contexte de tension, n'aurait pas dû aller jusqu'à cette extrémité d'arrêter des gens, de les déférer à la criette, de les condamner. De sorte que, au contentieux déjà sur la réouverture de frontières, et puis s'ajouter le contentieux sur le sort de ces Nigériens qui ont été arrêtés. Donc, je crois que cette considération de patience, de passion, de réaction un peu, émotive, a fait que souvent on a passé les intérêts des pays derrière. Exactement. Parce que aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt du Niger de ne pas ouvrir sa frontière à le Bénin aussi. Parce que c'est simplement de la comptabilité, c'est très mathématique. Hein. Pensez-vous? Je donne l'exemple que je donne. Il y a quelques années, pour faire venir un conteneur de Cotonou, c'est 1,5 million de francs CFA. Jusqu'à Maradi, la deuxième ville. Aujourd'hui, si on veut faire venir le même Cotonou, c'est 5 millions. Parce qu'il faut l'amener à Lomé, oui, c'est ça. Et il faut le faire transiter par le Burkina Faso. Avec le défi sécuritaire qu'il y a, il faut des escortes. Ça allonge la durée pour que le conteneur arrive, mais ça a multiplié aussi son coût. Donc, du côté du Niger aussi, au-delà de la passion qu'il y a, au-delà de l'exigence du fait que le président Patrice Talon ait la posture qu'il a eue, il y a des conséquences qui sont des conséquences matérielles. Le sac de riz de 1000 qui était avant à 11 000 francs et à 20 000 francs aujourd'hui. Donc, tout ça fait que, à mon avis, il faut absolument travailler à trouver une solution. C'est intéressant ce que vous dites, puisque ça nous amène à évoquer un deuxième point d'achoppement, la question sécuritaire. Le Niger dit, et on a l'impression que l'histoire bégaye, puisque visiblement le président Patrice Talon fait au général Tiani ce que Bazoum a fait aux Maliens en acceptant sur son sol de l'armée française qui a été virée du Mali. Le président du Niger actuel dit il y a sur le sol béninois 5 bases étrangères, ce qui fait que je ne peux pas ouvrir mes frontières parce que je ne me sens pas en sécurité. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux ou pas? Est-ce que c'est vrai, selon vous, qu'il y a aujourd'hui au Bénin des bases militaires étrangères susceptibles de constituer une menace pour la sécurité du Niger? La réponse se trouve dans la rupture de la confiance entre les deux pays. C'est parce que la confiance a été rompue seulement qu'on crée cette suspicion. À mon avis, il y avait d'autres exigences que le Niger peut avoir plutôt que la fermeture de frontières. Si le Bénin s'engage sur l'honneur, sur la garantie, on a vu des anciens présidents, que au grand jamais, le Bénin ne servirait de base arrière pour attaquer le Niger, ça peut être une garantie. Parce qu'il faut être capable de documenter qu'il y a des gens qui sont formés au Bénin et qui vont être projetés au Niger.
il faut être capable d'en Donc apporter il la preuve. suffisait que le président Patrice Talon rassure son homologue À mon nigérien, avis, pour donne moi, sa parole. Donne sa parole qu'au grand jamais, jamais le Bénin ne servirait, même si d'autres ont un agenda, parce que ce qui est soupçonné au-delà du Bénin, c'est d'autres personnes qui veulent se servir du Bénin. Parce que les autres, on sait de ce dont ils sont capables, on est fâché contre eux, ils ont pris leur affaire, ils sont Mais partis. les Béninois disent il n'y a pas de base militaire c'est ça, chez nous. justement, Ça c'est la crise de ça confiance. suffit pas? Oui, mais monsieur Dogui, je vais dire un mot. C'est-à-dire, avant de parler de la question de base, là, ouais, quand tout à l'heure, monsieur parlait donc de la situation des problèmes, là, est-ce que vous vous rappelez que après avoir fermé la frontière, à un moment donné, ils ont même pris des décisions au niveau du port pour que les importations en direction du Niger ne quittent plus le pays d'importation pour venir au Bénin. Il y a eu tellement de maladresses. C'est ça. Je veux même Non, mais il y a aussi le fait que les marchandises à destination du Niger qui étaient stockées devaient être évacuées, Voilà. alors que la frontière était fermée. Tout à fait. Donc, il y a il fallait beaucoup même, de c'est-à-dire, on pourrait même arranger pour que ça passe. Alors, maintenant, la question du pétrole, c'est-à-dire où on a pris les gens. Exactement comme ce qu'on fait au Bénin. C'est-à-dire, le problème, le monsieur est tellement imbu de ses égos qu'il prenait les Nigériens pour des Béninois. Oui, parce qu'au Bénin, on attrape les gens sur les ponts pour dire qu'ils sont terroristes. Les gens viennent, c'est leur pétrole. Et monsieur Tobé, je vous ai confié des bouteilles d'eau à vendre. Oui. Et ça vient dans des cuves. Et on s'est entendu que lorsque vous allez vouloir donc faire la vente, je viens pour compter si vous avez rempli correctement les bouteilles. Je viens, vous me dites non. C'est ce que la directrice de la junte a dit à la criette. Hein. Qu'on lui a dit, elle doit prendre l'engagement, elle doit renoncer au contrôle. Ah, officiellement, on nous a dit que les formalités n'ont pas été régulièrement remplies C'est pas la première fois que les gens sont venus. Et quand elle a dit ça à la criette, pourquoi personne n'a réagi? Elle a dit qu'à son arrivée, on lui a dit qu'elle doit renoncer. Je suis envoyé par mon État pour contrôler le chargement. Et on me dit de prendre, vous voyez, c'est la corruption en route douce, quoi. C'est-à-dire, on a pensé qu'il y a des gens qui pouvaient être aussi anti-patriotes. Comment je peux venir pour mon pays? On me dit, tu t'engages à ne pas contrôler. Maintenant, la dame dit non, on la prend, oui, une nourrice. C'est tellement méchant. Et quand vous parlez de problème, il parle de problème de susceptibilité, c'est que le président béninois n'a jamais été un homme de pouvoir. Le problème du badge n'a jamais existé, puisque l'élément matériel qui fonde la suspicion, ou du moins l'incrimination, c'est la question des badges. Non, je concède ça même. Donc, à cause de badge, on peut dire que quelqu'un est terroriste. On les avait vus avec des armes. Non, arrêtons quoi. Ah, mais le terroriste ne dit pas je suis terroriste. Même pas avec un petit coup. C'est un peu comme Madougou, un peu comme Joël qui a été terroriste, un peu comme mon enfant qui a été terroriste également. Mais non, arrêtons quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas s'amuser avec la vie d'un État. On peut être chef d'État et se permettre ça. Alors, bref, on prend même cette nourrice, on les enferme. Mais vous pensez que l'État nigérien pouvait être vraiment à l'aise à collaborer avec quelqu'un comme ça? En ce qui concerne les questions des bases militaires, est-ce que ce n'est pas simple qu'on mette sur pied une commission au niveau magistrat militaire, au niveau donc de, comment vous appelez ça, chef d'état-major de l'armée du Niger, du Bénin, s'ils veulent peut-être chercher un autre, qui soit un peu neutre, pour aller vérifier dans les camps là, au niveau du Nord, parce que les gens ont ciblé. Les Nigériens ont ciblé des camps. Oui, ils ont identifié, selon eux. Donc pour les mettre à l'aise, c'est pas plus simple. Vous dites, bon, envoyez-nous vos militaires, nous, on met nos militaires à votre disposition et on va vérifier. Parce qu'au moins, moi, j'ai entendu. Mais monsieur le ministre, non, pas un instant. il y a aussi des questions de souveraineté. Non, attendez. Vous ne demandez pas à un autre pays. Enfin, je veux dire, le Niger a beau être un pays voisin, mais ça reste un pays étranger. Okay, donc, vous n'allez pas montrer de façon. On refuse. Mais à cause de la souveraineté, les autres ont dit nous fermons notre frontière. Maintenant, c'est pourquoi vous vous plaignez. Le porte-parole du Bénin a dit qu'on a construit 20 petits camps fortifiés. 20 petits camps fortifiés. Oui, pour les raisons sécuritaires du Bénin. Tout à fait, je suis d'accord avec. Maintenant, les autres ont dit, nous avons identifié des gens qui se trouvent... Pour moi, là, honnêtement... Il fallait clarifier la situation. Réfléchir, mettre une commission pour mettre les gens à l'aise. Parce que c'est une question, effectivement, de sécurité de part et d'autre. Et c'est une question de confiance. Parce que les gens ne vont pas mettre quand même des ennemis à leur porte. C'est-à-dire, vous mettez quelqu'un qui a une arme. Vous me demandez donc d'accepter qu'il reste à ma porte tout le temps. Et que je vous ouvre mais arrêtons quand même quoi. C'est-à-dire, soyons quand même sérieux. Donc moi, je ne dis pas qu'il y a effectivement des gens basés au Bénin. Je n'ai pas de preuves. Mais parce que les gens le soupçonnent. Vous savez, il y a quelque chose que nous perdons de vue. Celui qui est le responsable, le premier responsable du Niger aujourd'hui, oui. Il a été sous Yessoufou à la garde présidentielle. Oui. Il a été sous Bazoum à la garde présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît assez dans ce domaine. En matière militaire. En matière militaire, et qui connaît assez du président Talon
C'est deal avec Bazoum ou avec d'autres. C'est ça le problème, quoi. C'est un monsieur qui en sait trop. Donc, il ne peut pas se lever et dire des choses en l'air. Donc, il connaît l'homme. Franchement, la solution, c'est qu'on ne peut pas garder les frontières du Bénin indéfiniment fermées. Justement, par rapport à la solution, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour esquisser, ou du moins envisager ce qui peut être une sortie de crise possible. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la crise que vivent en ce moment le Bénin et le Niger. Très rapidement, Siddiq Abba, et là c'est à l'analyse politique et que je pose la question, c'est aussi un autre point politique. En janvier dernier, on l'a vu, le Niger dit être sorti de la CEDEAO avec effet immédiat. C'était avec le Burkina Faso et le Mali. Là aussi, le président Patrice Talon aurait dû en prendre acte, y compris tenir compte de son implication qui veut dire qu'il n'y a plus de libre circulation des biens et des personnes à partir du moment où le Niger dit ne plus faire partie de la CEDEAO, ce qu'il n'a pas fait. Oui, mais il n'y a pas que le Bénin, les autres pays. Moi, je suis revenu de Côte d'Ivoire, je suis revenu du Sénégal. Et les autres pays aussi ont considéré que, même si le Niger a dit que son retrait était immédiat, il fallait appliquer les textes. Et les textes, que disent les textes? Les textes disent un an. Entre le moment où vous déclarez que vous êtes sorti et le moment où la sortie vous est accordée, ça prend un an. Donc les autres pays n'ont pas tenu compte de la déclaration des trois pays et aujourd'hui encore, heureusement... Donc le président Patrice Talon a raison, au moins, ne serait-ce par rapport à ce point, d'espérer que le Niger ouvre à nouveau ses frontières. Oui, absolument, je pense qu'il faut travailler à ce qu'on trouve une solution à ça et il faut même, et j'ai espoir que le président sénégalais qui s'est engagé à rapprocher les positions entre l'AES et la CEDEAO, sa médiation va prospérer, en tout cas ses démarches vont prospérer pour que les États de l'AES restent dans la CEDEAO parce que moi j'ai toujours dit l'AES n'est pas incompatible avec la CEDEAO. L'AES a une ambition sécuritaire, architecture de sécurité. La CEDEAO a intégration régionale. À mon avis, on peut avoir l'AES et la CEDEAO comme on a eu la G5 et la CEDEAO. Maintenant, il faut travailler à une solution entre le Bénin et le Niger. Et je crois que... Parce que tout le monde a y perdre. Mais c'est dit tout le monde a y perdre. Ce que vous dites est sans doute intéressant, mais ça pose un problème. Vous espérez que ces pays qui sont partis reviennent à la CEDEAO, mais on voit bien, excusez-moi, l'espèce de lâcheté dont fait preuve la CEDEAO, parce que tout ce problème que vit aujourd'hui le président Patrice Talon, c'est la faute. Le premier responsable de cette situation, c'est la CEDEAO qui aujourd'hui n'entretient même pas une espèce de médiation pour régler cette crise. Quelle est cette organisation sous-régionale qui crée les problèmes et qui s'en lave les mains après comme Ponce Pilate? Mais absolument, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, il faut... pour moi, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. La CEDEAO a fait beaucoup de conneries, le terme est assumé, y compris avant même la crise. La CEDEAO a laissé les pays de l'AES seuls face à la rébellion. C'est qui a au terrorisme. Ce qui a créé le rejet de la CEDEAO dans les pays de l'AES, c'est quoi? C'est que les gens ont dit, quand il y a eu les attaques à Chinagoder, et Inates qui ont fait des dizaines de soldats nigériens tués, ou à Solan au Burkina Faso, qui ont fait des dizaines de personnes qui ont été tuées. Il n'y a pas eu de contingent. Il n'y a pas eu de contingent. C'est quand il y a eu coup d'État, maintenant on parle de contingent. Il n'y a rien eu. La CEDEAO était tranquille à Abuja faisant ses missions. C'est quand il y a eu le coup d'État qu'elle dise que, voilà, que le sort d'un président que nous tous nous souhaitons qu'il recouvre sa liberté, qu'il puisse retrouver la liberté. Mais les gens ont perçu que la CEDEAO se préoccupe plus d'une personne
que du sort de l'ensemble des populations. En ce moment, mais moi je crois qu'il faut d'abord, en ce qui concerne la CEDEAO, il n'y a pas que des mauvais côtés de la CEDEAO. Si un Nigérien peut prendre sa carte d'identité pour traverser, aller jusqu'à Dakar, c'est aussi parce que nous avons travaillé à ce qu'il y ait de l'intégration. Si aujourd'hui, on peut faire du commerce entre les différents pays, il y a des choses que la CEDEAO a faites qui ne sont pas mauvaises. Maintenant, sur le plan de ces insuffisances que lui reprochent les États de l'AES, il faut engager une réflexion, voir comment on fait. Mais nous avons intérêt à travailler. Quand vous prenez la question qui me concerne le plus, moi, la question sécuritaire, nous ne pouvons trouver de solution aux défis sécuritaires que sur le plan régional et global. Exact. Le défi est devenu transnational. La réponse ne peut être que transnationale. Même les 3 pays à eux seuls ne pourront pas la régler. Il faut que nous puissions travailler. Et cette réponse transnationale, on peut la construire à travers des organisations comme la Monsieur le ministre, ne soyons pas naïfs. Ils ont dit dans leur communiqué où ils annonçaient leur retrait de la CEDEAO que cette organisation s'est éloignée des idéaux des pères fondateurs, qu'elle est devenue une menace. Tout à fait. Les mots ont été bien choisis. Enfin, je veux dire, chaque mot a son sens. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont parfaitement... Pourquoi je continue d'être membre d'une organisation qui est devenue une menace pour moi-même? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas été aidés au moment où ils étaient totalement en crise avec les terroristes. Maintenant qu'il y a un président qui est déposé, on vient encore aggraver leur situation. Avec des menaces qu'on pouvait même leur envoyer encore des militaires. Ces militaires auraient pu aller plus tôt pour les aider à combattre les terroristes. Maintenant, non, ça dit c'est... Je viens de le dire, monsieur le ministre, on aurait espéré une médiation de la CEDEAO, mais là, ce sont nos présidents, nos chefs d'État fatigués du Bénin, Nicéphore Soglo, qui normalement devrait se reposer. C'est lui qui aujourd'hui prend son bâton de pèlerin et avec son compatriote Yahi Boni pour aller au Niger. Ça s'est passé le 24 juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la médiation? Oui, M. Togbé, au fait, vous savez, moi je salue ces anciens présidents qui, au nom donc de vu les relations entre le Niger et le Bénin pendant qui ont pris cette décision d'aller, même s'ils n'ont pas été envoyés par le président Talon. Moi, je pense que ça va avoir un effet, même si ce n'est pas substantiel. Du moment où, tout au moins, les autorités nigériennes auraient constaté qu'il y a quand même des gens au Bénin qui ne raisonnent pas, qui ne réfléchissent pas, comme le président Patrice Talon, et qui sont soucieux, préoccupés par la situation. Première chose. Deuxième chose, ils n'ont pas vu seulement les autorités actuelles, ils ont rencontré encore les anciens présidents du Niger. Et vous savez, c'est-à-dire, c'est dans la vie, comme je le reviens encore toujours sur la question de la modestie et de l'humilité. On dit dans ma langue, lorsque vous n'avez pas dépensé de l'argent pour acheter un pain, vous le prenez avec un bâton. C'est que le pétrole, le président Talon, un peu comme la plupart des projets de l'ancien régime qu'il est venu et puis il est en train de dire qu'il est en train de travailler là. Vous savez que c'est le président Yahi qui a négocié cette affaire du pipeline là avec Issoufou. Il n'en sait rien. Il ne sait pas toutes les difficultés qu'on a eues pour pouvoir avoir ce projet. C'est pourquoi son problème n'a pas ses intérêts privés. Il veut tout disloquer parce que pour lui, lorsque l'État gagne 1 franc, il faut que lui gagne 5 francs. Donc cette médiation entreprise par les anciens présidents, moi je pense que ça va porter quand même un peu de fruits pour peu que le président béninois, Patrice Talon, décide maintenant d'être sincère, d'être homme de parole et d'être humble. Moi-même, je pense qu'il y a quand même des indicateurs. Le fait qu'ils aient été reçus pendant 3 heures avec le président Talon, par le président Tchani plutôt, prouve qu'il y a quand même de part et d'autre une volonté de se réceptivité. Une réceptivité. C'est cette volonté de se parler-là qui me semble essentielle. Il faut que de part et d'autre qu'on comprenne qu'on a tout à y perdre. Le Niger et le Bénin vont se sauver ensemble ou vont se noyer ensemble. Parfait. Donc à partir de là, il faut mieux qu'on se sauve ensemble plutôt que de se noyer ensemble. Et des initiatives comme celle-là peuvent faire avancer l'agenda. Sur le point des incompréhensions, comment on les aborde? On a vu, par exemple, l'incompréhension sécuritaire que nous avons soulevée sur ce plateau. Il y a des propositions, il y a des pistes qui existent que dans le cadre, pour rétablir la confiance, parce que c'est la confiance qui est rompue. Pour rétablir la confiance, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une inspection conjointe de part et d'autre pour voir qu'il n'y a pas justement de base arrière. On peut faire aussi avoir des engagements pour que le Bénin dise que plus jamais, au grand jamais,
il ne servira de base. Parce que moi, je pense que ce que les gens vivent, c'est au-delà du Bénin. Que les gens soient capables d'instrumentaliser le Bénin pour pouvoir les attaquer. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cette possibilité d'instrumentaliser le Bénin, la rivalité va continuer avec les autres, mais pas avec le Bénin. Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent être convoqués, rassemblés pour qu'on puisse avancer, parce que on parle des élites politiques. Mais si vous traversez, comme moi je l'avais fait pendant la période de la fermeture de la frontière, quand vous partez de Cotonou à Parakou et après Parakou, toute l'économie qui vivait... Oui, c'est ça. C'est effondré. De Parakou à Malanville, Natitengu, tout ça. Toute l'économie, j'ai parlé avec des gens qui vivaient de cette économie. Cette économie s'est effondrée. C'est la même chose. Dès que vous traversez le Niger, toute l'économie, jusqu'à Niamey, jusqu'à Dosso, jusqu'à Gaïa, etc., là aussi, ça s'est effondré. Bon, puisque l'agenda des hommes politiques, c'est de servir les citoyens, donc il faut absolument qu'on mette de côté l'orgueil, qu'on mette de côté l'absence d'humilité pour pouvoir avancer. Et on a une brèche qui s'est ouverte avec l'arrivée des chefs d'État. Mais il y a aussi le point que vous évoquez est intéressant. Et ça ne peut pas ne pas évoquer la question du sérieux, encore une fois, de la CEDEAO qui, quand elle prend des sanctions, doit savoir que ça a des répercussions. Vous voyez ces nombreux camions qui ont été bloqués à la frontière, camions béninois, je dis, qui allaient au Niger mais qui ont été bloqués. Les denrées alimentaires ont pourri. Complètement. L'assurance, ça coûtait de l'argent. Et cette organisation sous-régionale n'a pas pu imaginer un mécanisme d'accompagnement financier des opérateurs économiques. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de cadre cognitif qui aborde ces questions-là, qui sont des questions concrètes, des questions existentielles? Non, monsieur Togui, vous voyez, bon, nous sommes sur un plateau, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix, quoi. C'est ça le vrai problème. Parce que vous voyez, là, il y avait l'argent pour faire des contingents pour aller attaquer le Niger. Mais malheureusement, il n'y a pas de l'argent pour dédommager ces gens-là. C'est des milliards, ce qu'on dit là. C'est vrai, c'est des milliards qui sont partis en fumée. Des marchandises, des camionneurs, des satellites. Alors, ceux-là qui auraient peut-être même fait des prêts au niveau des banques. Et les échéanciers continuent de courir. Des gens qui ont déjà même bradé même leurs camions. Des gens qui ont perdu, qui ont déposé le bilan. Ça, c'est sérieux. Bon, maintenant, peut-être que le financement qu'ils pensaient avoir pour aller attaquer le Niger, ce n'était pas pour faire du bien. Bon, bref, c'est triste. Une autre question, un dernier point très rapidement, pour finir cette émission. J'ai la chance d'avoir deux grands intellectuels avec moi. Ce sont deux questions de légitimité ou d'illégitimité aujourd'hui que nous avons sur la table. Pendant longtemps, vous avez des chefs d'État civils qui, eux, vous l'avez dit dans la première partie de notre émission, moi je ne donne pas de nom, je ne cite personne, mais on sait qu'il y a des chefs d'État civils qui tripatouillent les constitutions, qui instrumentalisent la justice de leur pays pour exiler leurs opposants ou caler leurs opposants, pour recaler leurs opposants par rapport aux élections. Ça aussi, c'est des coups d'État. Tout à fait. Voilà que des personnes qui ont des problèmes de légitimité dénoncent chez les militaires leur illégitimité et veulent restaurer la démocratie. Est-ce que là, on n'est pas à un moment où il faut rouvrir le débat institutionnel politique sur nos rapports aux institutions, aussi ce que nous voulons comme régime politique finalement? Absolument. Non, la question n'est pas... C'est une question qui a tout son sens et qui conditionne la crédibilité et la solidité de la CEDEAO, par exemple. Oui. Si, vous savez, dans la plupart des cas, sauf peut-être au Niger, on a même pu voir venir les coups d'État. Pour tous ceux qui observent en Guinée, par exemple, ou dans d'autres pays, on voit, et la CEDEAO ne fait rien. Non. Parce que, il y a un passage en force pour réviser la Constitution, les élections sont manifestement truquées et peu crédibles. La CEDEAO ne dit rien. Elle n'agit pas, elle n'est pas là. Dès qu'il y a un coup d'État militaire, elle dit que c'est impossible, il faut sanctionner les gens, y compris avec des mesures criminelles. Parce que le fait qu'on ne puisse pas amener des médicaments, ça a créé des situations. Ça a fait que des gens sont morts dans les maternités. Le fait qu'on ait coupé l'électricité par le Nigeria, des gens sont morts dans les maternités. Donc si la CEDEAO ne retrouve pas sa crédibilité, en ne disant pas que le seul coup d'État sont les coups d'État kaki,
et que les autres coups Ben d'État oui. sont des coups d'État acceptables, sa crédibilité ne sera pas acceptée. Aujourd'hui, il y a au-delà même des pouvoirs qui sont en place à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, il y a un rejet de la CEDEAO dans les opinions publiques absolument. à cause de sa posture, à cause de son comportement. Absolument. Et si elle veut reconquérir cette audience auprès de l'opinion publique, il faut qu'elle change totalement de paradigme. Merci. C'est un changement Moi, de je- paradigme dont on a besoin. Moi, je suis totalement d'accord avec le frère, parce que la CEDEAO a repensé, totalement repensé. Parce qu'on ne peut pas condamner les coups d'État militaires et acclamer les coups d'État institutionnels. Et mieux, lorsque nous regardons même les élections dans nos pays, vous savez, moi, j'avais déjà la dent très dure contre la CEDEAO. Et moi, je me demandais, j'avais même écrit, je dis, je ne sais pas à quoi ça sert finalement. Vous savez, en 2019, en 2018, avant les élections législatives au Bénin, moi, j'étais avec d'autres députés, on était allés au Nigeria, pas au Nigeria, à Abuja, au siège de la CEDEAO, avec un mémorandum sur toute la situation. Et ces élections qu'on a connues, où les gens étaient carrément exclus, totalement exclus, on a tué des gens. La CEDEAO s'est permis de dire que les élections se sont bien déroulées. Ça choque, ça frustre. À des moments donné, on se demande, mais c'est quoi cette affaire-là, si on va continuer à cotiser de l'argent pour que les gens voyagent, les gens se payent des perdièmes. Donc, il faudrait que nous... Sinon, vous savez, on a beau critiquer, demain, il y aura des situations pires. C'est ça, d'autres coups d'État. D'autres coups d'État, et les gens vont... Il n'y aura pas seulement les 3 pays là qui vont sortir de la CEDEAO, d'autres pays vont sortir encore de la CEDEAO. Parce que si déjà les gens ont fait 2 mandats, 3 mandats, il y a même quelqu'un qui annonce déjà 4e mandat, et lui n'a pas fait coup d'État. Et vous vous acharnez sur les militaires. Les militaires qui ont pu déposer des chefs sans effusion du sang. Et il faut qu'on s'occupe de l'économie. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on l'a dit. Hein. Et qui, du Bénin ou du Niger, ou bien de la CEDEAO, on ne veut pas dire Bénin, Niger, la CEDEAO, là, comment est-ce qu'on va pouvoir dédommager tous ces commerçants, transporteurs qui ont perdu? Il y en a qui sont morts. Bien parce que tu as dit... C'est crucial. C'est terrible, quoi. Bref. C'est même étonnant que la question ne fasse pas l'objet d'un sommet ou d'une réunion. Ça les intéresse pas. C'est très curieux. Non, c'est absolument important. C'est d'autant plus important, c'est peut-être une déformation qui m'amène à la question sécuritaire. Mais si l'effondrement économique, l'appauvrissement des gens, ça crée le terreau favorable au recrutement des jeunes. Merci, voilà. Les jeunes, que ce soit au Bénin, que ce soit ça fait le lit. Ça crée le terreau favorable au recrutement des jeunes parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'il n'y a pas de perspective. Ils vont se faire et enrôler les facilement. groupes djihadistes vont ouvrir les sirènes qui vont les attirer et ils vont être entraînés. Exact. Bon, nous l'avons dit, j'ai rappelé ici les propos de vos compatriotes qui a dit c'est culturel au Niger d'être têtu, on ne défie pas le Nigérien. Le problème, c'est que le président Patrice Talon aussi n'est pas facile. C'est quelqu'un de très sanguin. Il faut qu'il en tire toutes les leçons maintenant. De quelqu'un, mais je le dis au sens respectable du terme. Au milieu, il y a 2 peuples, frères et amis, qui ont toujours vécu ensemble. En frères, au Bénin, les Nigériens se sentaient chez eux. Au Niger, les Béninois, j'y étais même pendant l'élection, la dernière élection, je me sentais chez moi. Donc, partout où on se sent chez nous, en Afrique, il faut que nos chefs d'État fassent en sorte que les peuples continuent de vivre ensemble, en peuple, frères et amis. Si cette crise n'est pas politique, n'est pas géopolitique, et n'est qu'une crise d'ego, on peut espérer que les deux arrive à s'entendre. Et que si c'est le président Patrice Talon qui doit refaire une délégation pour aller voir son homologue nigérien pour dire on a pu commettre des erreurs de par le passé, mais laissons tomber, nous sommes des frères, nous sommes entre nous africains, on peut se pardonner et avancer. Je pense que c'est une démarche que le président Abdourahmane Tiani comprendra. En tout cas, espérons que de part et d'autre, des pas existent et que cette crise soit résolue et que les Béninois et les Nigériens continuent de vivre comme d'habitude. Mais au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. Les Béninois et les Nigériens continuent de vivre. Non, c'est sérieux, je suis très sincère. Il n'y a aucun problème entre les Nigériens et les Béninois. Absolument. Il y a un problème entre le président Patrice Talon, institut personné. Malheureusement, il s'est fait qu'il est le chef de l'État aujourd'hui. C'est lui qui a créé tout son problème, qui est en train de gérer le problème, mais qui est en train d'entraîner le Bénin dans un chaos. Il faudrait qu'il se ressaisisse, honnêtement. Je pense que si ce que vous l'avez dit, c'est une constatation gratuite que vous l'avez faite. Ça vaut quelques milliards. S'il devenait plus humble et qu'il allait, les gens vont comprendre. Mais quand si tout le temps, il prend la parole, c'est pour défier encore les gens. Ouais, quand moi je l'ai vu dans l'émission là, ouais, il était déséquilibré. Vous voyez quelqu'un comment il tapotait la coupe d'oie, tout ça là.
Il dit oui. Bon, on va faire. Le ministre est en train de faire de la psychanalyse maintenant. Non, c'est sérieux. Oui, oui, je l'ai bien observé. Ouais, Merci. Donc, mais il suffit qu'il se mette un tout petit peu dans l'humilité. Effectivement, il balance un coup de fil à son collègue pour dire effectivement, je reconnais. Mais si, tant qu'il ne va pas dire qu'il reconnaît, mais il dit non, c'est le Bénin, le Niger qui va perdre. Le Bénin n'a rien à perdre. Mais il a dit ça. Qui est en train de perdre aujourd'hui? Mais Bénin contrôle, moi je veux bien aller faire le bilan. Nous avons une qualité sur le continent. Nous nous fâchons vite, mais nous pardonnons aussi facile. Absolument. Mais c'est normal. Il faut qu'on retrouve Nous sommes cette les mêmes, qualité. Absolument. Pour Nous avancer. sommes les mêmes. Voilà. L'Africain n'est jamais rancunier éternellement. Non. Il pardonne facilement. Il suffit qu'il y ait La compréhension, oui. En tout cas, merci. Et Valentin Dianoutin Agosso, je rappelle que vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien juge de la Haute Cour de justice. Mais vous vivez malheureusement en Oui, Asie, en Asie, parce loin que je suis trop véridique. de votre pays. Mais c'est toujours un temps qui passe. Hein. Il viendra. Non, ça va passer. Le moment viendra où vous retournerez Absolument. dans votre pays. Absolument. Il y a aucun souci. Sédic Abba, universitaire, journaliste, analyste politique, chercheur associé et président du Centre international de réflexion sur le Sahel. Vous êtes un grand spécialiste du Sahel et des questions sécuritaires sur le continent. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été nombreux à notre compagnie. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un autre numéro de Frontal. Merci. Merci à vous. NCA, la nouvelle chaîne africaine.